Guillaume va intervenir ce soir dans le cadre donc d'une étude qu'on a réalisée notamment avec Action Commune auprès de ce qu'on appelle les listes dites citoyennes et participatives. Et donc, c'était cet éclairage-là qu'on voulait vous soumettre ce soir pour justement voir quels étaient les contours, la réalité politique, de la forme d'organisation de cette dynamique-là, qui a reçu un coup d'œil, un coup d'éclairage médiatique assez inattendu. On sait que du côté d'Action Commune, on en a recensé plus de 384 donc pendant la campagne des municipales, et on a eu connaissance d'au moins plus de 600 qui étaient recensés par des organismes d'État. Donc on a eu vraiment là quelque chose qui a été un virage depuis l'été 2019, une dynamique assez forte, et je pense que ça vaut la peine de revenir dessus, même si le contexte du premier tour a un peu entamé, j'imagine, la dynamique de repolitisation qui s'était pourtant ouverte via ces listes participatives. Donc sans plus rien ajouter, Guillaume, je te laisse nous présenter tes conclusions, ton point de vue, tes questionnements sur le sujet. Eh ben, merci Elisabeth. Donc moi, oui, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques et je travaille pas directement, enfin, j'ai pas de chantier de recherche à proprement parler sur le municipalisme et les listes participatives. Je suis ça depuis pas mal d'années. Et là, dans le cadre des élections municipales de 2020, avec des collègues, on a essayé de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'était que ces listes participatives et citoyennes. Et on a publié du coup récemment un petit article dans la revue en ligne La vie des idées. Donc, si ça vous dit d'approfondir un peu ces points-là, il y a déjà l'article, qui est qu'une première étape, bien sûr. Je ne vais pas du tout vous raconter l'article dans les détails, hein, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire ça. Je vais juste essayer de vous expliquer ce qui, à partir de nos résultats et de notre recherche, me semblerait intéressant de soulever pour répondre à une question, c'est finalement, est-ce que ces listes participatives et citoyennes qui intéressent les municipalistes, ou en tout cas les organisations qui s'inscrivent dans ces courants municipalistes, s'intéressent, elles, au municipalisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces listes participatives et citoyennes? On a vite fait, en fait, de les regrouper dans une espèce de patate géante municipaliste. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ces listes? Sachant qu'on sait très bien qu'il y a des effets de catégorisation. Hein. Là, on le voit avec le ministère de l'Intérieur qui recatégorise les listes, notamment en termes de listes citoyennes et participatives. Donc, on a essayé de creuser ça. Il y a deux limites essentielles à tout ce que je peux vous raconter ce soir, et notamment au papier de la vie des idées. C'est que d'une part, on a un premier tour qui est absolument illisible. C'est-à-dire qu'on est nombreux à considérer, notamment dans les chercheurs en sciences politiques, que le premier tour n'a pas vraiment eu lieu. Hein. En réalité, on a des élections qui n'auraient pas dû être tenues, et ça handicape fortement les capacités d'analyse qu'on peut avoir sur des scrutins qui n'ont pas beaucoup de sens, avec des taux d'abstention qui sont vertigineux. Et puis notre enquête qui est modeste, parce qu'en fait, on l'a menée à une époque où Action Commune, donc c'est avec Action Commune, Elisabeth et Sixtine qu'on a monté ça. Action Commune, au moment où on a monté l'enquête, avait 200, 220 listes répertoriées. Donc, quand on a lancé l'enquête, on a eu un très bon taux de retour, à peu près à 120 listes qui nous ont répondu. Et puis, entre le moment où on a clôturé l'enquête et le premier tour des municipales, il y a presque 200 listes qui sont arrivées. Donc, en fait, on se retrouve avec un échantillon qui n'est pas si énorme que ça, hein, dans l'administration du questionnaire. Et du coup, c'est une recherche qui demanderait à être prolongée. Donc, qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne, en tout cas que vous puissiez retenir pour alimenter les discussions? C'est que d'abord, les listes citoyennes, en tout cas qui nous ont répondu, qui se sont identifiées elles-mêmes telles quelles, elles se positionnent quand même très largement, quand on leur pose la question, à gauche. Hein. On a presque 64% des listes qui se positionnent comme étant plutôt à gauche. Et parmi les listes qui le font pas, finalement, elles préfèrent nous donner plutôt des valeurs plutôt qu'un positionnement politique un peu classique. Et en fait, dans ces listes qui ne se positionnent pas forcément à gauche, on n'en a qu'une seule, hein, sur 112 réponses valides, on n'en a qu'une seule qui s'identifie explicitement comme municipaliste.
C'est une liste d'une ville de plus de 100 000 habitants qui est non soutenue par des partis politiques qui affirment qu'elle veut montrer qu'on peut faire de la politique autrement, mais finalement, quand on pose la question un peu de but en blanc aux listes, on a quand même davantage recours à des échelles politiques connues, notamment le positionnement gauche-droite, qui marche plutôt bien. Alors, il n'y a aucune liste qui se revendique plutôt à droite. Donc, on était un peu déçus. On disait, mince, ce serait super quand même le mouton à 5 pattes, mais on ne l'a pas eu. Et en fait, ce qu'on a remarqué dans l'enquête, enfin dans ce premier temps d'enquête, c'est qu'on a énormément de listes qui, quand elles nous parlent de leurs valeurs, de leurs projets, de ce qu'elles portent, en fait, réinvestissent des thématiques qui peuvent paraître comme fortement dépolitisées et même un peu creuses par moment. Donc, on a beaucoup de listes qui parlent de démocratie participative, de transition écologique, c'est-à-dire des thématiques qu'on retrouve un peu dans tous les programmes municipaux, quelles que soient les orientations partisanes des listes. Et en fait, on a vraiment cette espèce de défi des listes participatives qui disent, en fait, on repart sur des thématiques qu'on croit connaître, ou en tout cas qui sont affichées par de très, très nombreuses autorités locales aujourd'hui en France et dans le monde, mais on va leur donner une substance, on va leur donner un contenu, et on va les prendre au sérieux. En gros. Sachant que moi, j'ai beaucoup travaillé sur la dépolitisation, par exemple, du recours à la participation et au thème de la démocratie participative, donc c'est assez saisissant. Une autre orientation intéressante, c'est que ce qu'on a vu dans l'enquête, et alors là, ça nous a un peu surpris, pour tout vous dire, ce sont des ambitions électorales extrêmement claires. C'est-à-dire qu'on a 59% des listes qui répondent qui pensent pouvoir l'emporter. Alors, je vais avoir du mal à rapporter ces ambitions électorales à des résultats électoraux, eu égard à la réserve que j'ai émise en commençant. C'est-à-dire que là, on est face à des résultats de manière générale qui, moi, me semblent complètement impossibles à analyser véritablement, ce qui permet aussi de se rassurer un peu, étant donné les résultats plutôt décevants de certaines listes, en tout cas que nous, on suivait de manière un peu plus proche. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans le différentiel entre les listes, essayer de les catégoriser un petit peu, on a quand même des listes qui s'affichent comme étant citoyennes et participatives, mais qui conservent des liens très étroits avec le champ politique, et notamment avec des trajectoires de reconversion d'élus ou reconversion de militants de partis politiques dans des démarches, on va dire, de listes citoyennes et participatives. Et c'est pour ça que dans le papier de la vie des idées, avec Vincent Lebroux, on a fait un focus sur la situation de Strasbourg, qui nous semble intéressante parce qu'à Strasbourg, on a bien cette dynamique de liste participative qui est quand même fortement ancrée dans un lien avec des partis politiques et avec des militants classiques du champ politique. Et en l'occurrence, ce qu'on remarque, c'est que dans les gros cartons électoraux, que ce soit l'archipel citoyen à Toulouse, que ce soit Strasbourg, ou par exemple, j'avais noté Langres, dans un tout autre ordre d'idée, mais Langres a fait un score tout à fait honorable, a dépassé les 10%. Et le trait commun de ces listes, en tout cas un de ceux qu'on dégage, c'est quand même cet ancrage avec des militants un peu aguerris du champ politique qui arrivent à monter des stratégies assez réalistes, ou en tout cas assez ancrées dans ce qui se fait habituellement politique. Et du coup, ce qu'on est en train d'essayer de développer, notamment avec un étudiant de l'École nationale des travaux publics de l'État, qui s'appelle Félix Lacoin, avec qui on a partagé nos données et qui commence à faire des croisements et des tris et des analyses que nous, on n'a pas eu le temps de faire, mais auxquelles on va procéder. Et en fait, Lacoin est en train de nous dire qu'il identifie, en gros, de manière un peu caricaturale et un peu attendue, je n'ai rien de ça prend de nouveau, mais deux profils de ces listes participatives et citoyennes, des profils de grandes villes, au moins de villes moyennes, dans lesquelles que lui appelle des listes citoyennes stratégistes, c'est-à-dire assez fortement ancrées chez des militants politisés, expérimentés, qui connaissent la vie politique locale et qui sont parfois les plus enclins en fait, à faire le lien avec les thématiques municipalistes. Et qui du coup mais qui sont les moins citoyennes pures, au sens où il y aurait vraiment une sortie du champ politique un peu radical. Et puis une deuxième grande famille dans les beaucoup plus petites communes où on a des revendications démocratiques un peu tous azimuts et pas forcément liées avec la rhétorique municipaliste, qui sont beaucoup moins dans la stratégie et le calcul électoral, mais qui du coup arrivent moins à obtenir des résultats.
Et du coup, moi, les questions que je me pose, les questions que je pense intéressantes de vous poser, notamment pour ce soir, c'est finalement ce municipalisme ou ce néo-municipaliste qui soit dans ses aspects plus réformateurs ou dans ses aspects plus radicaux. Hein. Je pense que Sistine nous parlera un peu de Commercy aussi, hein, qui fait un peu exception. Des listes à la Commercy, entre guillemets, on en a identifié 15-16 là, avec Félix Lacoin dans notre banque de données. Donc, c'est pas massif, mais bon, c'est des expériences qui existent. Finalement, sur le fond, comment ces thématiques municipalistes parviennent à circuler auprès de listes dans des plus petites villes où c'est plus difficile de revendiquer des postures vraiment. Par exemple, Sixtine nous a soumis des questions sur le féminisme et la féminisation, et c'est intéressant parce que les listes qui s'affirment vraiment dans ces thématiques-là, bah, c'est des listes plutôt de grandes villes, hein, malgré tout. En tout cas, c'est ce qu'on voit d'un point de vue statistique, entre guillemets. Donc, comment on va pour faire circuler ces thématiques municipalistes au-delà des milieux urbains qui semblent quand même être un terreau quand même favorable, plus favorable pour ces thématiques. Et puis, dans les faits, comment on arrive à combiner des stratégies électorales, et est-ce que c'est le but en fait de combiner des stratégies électorales avec une posture de rupture un peu plus nette que ce qu'on a pu voir nous dans l'enquête, notamment avec des logiques existantes dans le champ politique. C'est-à-dire que quel est le rapport avec les anciens élus, avec des membres de partis politiques ou avec les règles partisanes classiques du champ politique local? Parce que dans le cas de Strasbourg, on pourrait tout à fait se dire que la liste qui arrive en tête au premier tour n'est pas une liste citoyenne et participative au sens des méthodologies d'action commune et au sens de leur fonctionnement, mais quand même, c'est une liste qui arrive en tête au premier tour. Donc voilà, ça laisse à réfléchir. Et vu que j'ai écoulé mes 10 minutes, je m'en tiens là. Merci beaucoup, Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Merci Elisabeth, Thomas et Guillaume. Donc du coup, moi, je vais vous parler effectivement du municipalisme libertaire à la fois en théorie et en pratique. Alors, je vais structurer mon exposé en 3 points. Je vais d'abord faire un petit point plus théorique, une clarification conceptuelle du municipalisme libertaire et de ses différences peut-être avec d'autres types de municipalisme. Ensuite, plutôt la pratique du municipalisme libertaire et des réflexions ensuite, troisième point, qui peuvent en être tirées. Alors, au niveau plutôt donc, de clarification conceptuelle, donc, le municipalisme libertaire, c'est le projet politique de l'écologie sociale. L'écologie sociale, c'est une théorie donc, du penseur américain Murray Bookchin, qui en fait voit la domination de l'humain sur la nature comme originant ou prenant son origine dans la domination de l'humain sur l'humain, qui a été encensée à travers l'histoire par le capitalisme, toujours maintenant, le patriarcat, toujours maintenant aussi, le racisme encore, et l'État. Et donc en fait, c'est une critique radicale de toutes ces hiérarchies. Donc, du coup, le municipalisme libertaire, aussi appelé communalisme, en référence à la Commune de Paris de 1871, c'est un projet politique révolutionnaire qui vise à l'abolition des hiérarchies créées surtout avec la classe gouvernante, l'État et le capital, sur la classe gouvernée, et à remplacer l'État et le capitalisme par des contre-institutions démocratiques et populaires au niveau local, qui seraient confédérées entre elles. Alors, donc le but, c'est vraiment restituer le pouvoir de décision aux citoyens en effectuant une décentralisation à la fois institutionnelle et territoriale de la prise de décision politique et aussi économique vers les communautés qui seraient autogérées par des assemblées populaires. Elles s'organiseraient donc pour des degrés plus importants de centralisation par des réseaux confédéraux avec des délégués qui ont un mandat impératif irrévocable. Donc le but là aussi, et ça je pense que c'est important de le dire, c'est ça se place aussi en faux et vraiment en rejet complet du capitalisme, et ça propose de municipaliser l'économie en mettant les moyens de production sous le contrôle de la commune. Alors maintenant, le rapport au municipalisme, c'est une question un peu plus compliquée. Ça dépend comment on définit le municipalisme. Donc en fait, ça dépend aussi si on le voit comme un spectre. Donc d'un côté, il y a le municipalisme libertaire qui serait le plus radical, si on peut dire, ou alors si on voit le municipalisme libertaire ou le communalisme comme un projet politiquement différent parce que révolutionnaire. Ça, je pense, c'est un objet de débat, mais il faut des catégorisations à un certain moment. Alors, moi, le municipalisme, comme je le vois, je vois ça comme, sachant de nouveau que c'est un mouvement très hétérogène, et comme disait Guillaume, même les mouvements que nous on identifierait comme municipalistes ne se revendiquent pas comme tels. Donc, comme un mouvement de repolitisation de l'échelon local, un mode d'organisation politique de réappropriation des institutions locales par les habitants.
et pour traiter d'enjeux politiques au niveau local en tentant de favoriser un maximum la participation citoyenne. Alors, en tout cas, voilà, qu'on voit ça comme un spectre ou autre, il y a deux questions que, on va dire, pose le municipalisme libertaire et à laquelle il n'y a pas une réponse très claire. La première, c'est l'unité politique à laquelle un peuple peut s'autogouverner. Alors, le municipalisme, de nouveau, ça dépend, c'est un mouvement très hétérogène, mais en tout cas, par essence, ne remet pas en question l'unité politique de l'État et le fait donc du coup que la municipalité tienne sa légitimité politique de l'État aussi. En tout cas, le municipalisme libertaire, peu importe, on va dire, la réponse du municipalisme en fonction des mouvements, mais vise à remplacer l'État par la Confédération des communes libres. Donc, c'est bien là le qualificatif libertaire est vraiment, en fait, ça vient du passé anarchiste de Bookchin, qui est vraiment anti-État et opposé à l'État. La deuxième question que le municipalisme libertaire, en fait, pose et répond, et à laquelle il répond, c'est le mode d'exercice du pouvoir. Et donc là, il ne propose pas des compléments à la démocratie représentative par des dispositifs participatifs, délibératifs ou même des dispositifs directs. En fait, il rejette carrément la démocratie représentative dans le sens où la tâche de prendre des décisions politiques est une profession et pas la tâche de toutes et tous. Donc ça, c'est vraiment le fait que tout le monde exerce le pouvoir public et pas un nombre réduit de gouvernants. Et donc ici, vraiment, l'enjeu, c'est de créer ces contre-institutions autonomes contre l'État pour proposer une démocratie directe au niveau communal. Alors maintenant, le rapport à l'élection, parce qu'en fait, tous les deux, au final, il y a un certain rapport à l'élection. Pour ça, d'abord, pour comprendre le rapport à l'élection municipale pour le municipalisme libertaire, il faut comprendre les différentes stratégies. Alors, de nouveau schématiquement, au niveau théorique, ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux stratégies. Une stratégie plutôt extra-institutionnelle, donc hors des institutions, créer des institutions alternatives aux institutions de l'État et du capital, et de permettre aux gens de s'organiser en démocratie directe, de répondre collectivement à leurs besoins et de créer un contre-pouvoir. Puis une autre qui serait une stratégie plus institutionnelle, mais qui pour moi en fait peut être la seconde étape de la première, qui est de donner le pouvoir institutionnel à l'Assemblée populaire en présentant des candidats aux élections municipales et en faisant que les candidats appliquent les décisions de l'Assemblée quand ils sont au pouvoir. Donc en fait, c'est utiliser le rôle de l'élu pour pouvoir donner le pouvoir à l'Assemblée. Alors évidemment, il y a une tension là-dedans qu'on voit, c'est que même si le municipalisme libertaire en fait veut remplacer l'État, il veut le destituer. La stratégie, voilà, elle consiste quand même à prendre la municipalité qui est une créature de l'État, et donc voilà, pour réaliser ce projet. Donc il y a une tension, mais en tout cas, dans l'idée, c'est vraiment de bien se rendre compte que pour le municipalisme libertaire, les élections sont uniquement un moyen et jamais une fin en soi. Alors maintenant, je passe à la pratique. Donc ça, c'est vraiment la théorie, les gros principes comme ils sont mis, sachant que toute réalité est toujours bien différente de la théorie. Alors, donc, ces principes sont popularisés par différents organes. Il y a récemment l'Institut d'écologie sociale et de communalisme en France qui s'est constitué d'après l'Institute for Social Ecology qui s'était créé dans le Vermont par Bookchin, donc aux États-Unis. Et donc, est-ce qu'il y a des mouvements, on va dire, qui ont pris ces idées? Il y en a peu, on va dire, qui a vraiment fait texto cette stratégie. Maintenant, le mouvement de l'Assemblée citoyenne de Commercy est assez intéressant à ce regard parce qu'il y a vraiment ce but de créer une assemblée populaire et de tenter de prendre les élections pour lui donner le pouvoir. Alors, pour ça, pour comprendre un peu le mouvement qui s'est passé à Commercy pour la démocratie directe, pour remonter aux Gilets jaunes. Enfin, il faudrait peut-être même remonter avant, mais en tout cas, je vais m'arrêter aux Gilets jaunes. Donc, dès le début du mouvement, il y a eu une organisation en assemblée populaire autour de la cabane, qui était un lieu de rencontre, de délibération et de décision. Et des assemblées tous les jours, sans chef, avec une rotation des tâches, un ordre du jour qui était participatif, et vraiment une participation égale de toutes et tous. Il y a eu un appel de Commercy aux autres groupes de Gilets jaunes à reprendre le pouvoir par la base, par les assemblées populaires. Il y a eu aussi un appel à organiser une assemblée des assemblées, je vais revenir après dessus, une assemblée des assemblées de tous les Gilets jaunes avec des délégués de chaque rond-point pour se rencontrer, changer d'expérience, tisser des solidarités. Donc la première a eu lieu l'année passée en janvier 2019 à Commercy. Il y en a eu 5 depuis. La dernière a eu lieu juste avant la crise à Toulouse. Alors, en fait, de cette expérience d'Assemblée populaire est née l'Assemblée citoyenne qui, en juin 2019, a décidé de présenter une liste aux élections pour donner le pouvoir à l'Assemblée citoyenne. Donc, cette liste citoyenne s'appelle « Vivons et décidons ensemble ».
C'est une liste vraiment de tout âge et de tous milieux sociaux, indépendant de tout parti, de toute organisation. Donc c'est bien, c'est pas une liste gilets jaunes, même s'il y a des gens, enfin, ça a été inspiré et qu'il y a des gens qui ont été chez les gilets jaunes, c'est pas une liste couleur politique gilets jaunes. Le but de cette liste est d'organiser donc une assemblée ouverte à toutes et tous pour débattre et décider des grandes orientations de Commercy, des grandes décisions. Contrairement aux autres listes, cette liste-là n'a pas de programme, elle a des propositions. Alors, on peut dire en fait son programme, c'est la démocratie directe, c'est donner le pouvoir à l'Assemblée. Et ces propositions, donc, maintenant qu'elle suggère aussi, ont été élaborées pendant différentes assemblées citoyennes, donc avant les élections. Cette liste aussi a une charte des élus, donc pour que les élus s'engagent à appliquer les décisions de l'Assemblée. Elle propose aussi une constitution locale que les élus devraient mettre en œuvre. Et là-dedans, il y a le principe que l'Assemblée est le lieu où les commerçants peuvent décider. Donc, c'est vraiment le concept de décide, ils ne font pas que débattre. Le principe de l'autonomie de l'Assemblée par rapport au conseil municipal et aussi le pouvoir de mettre l'agenda et de décider de ce dont elle veut parler et ce sur quoi elle veut décider. Le principe que l'Assemblée définit ses propres pouvoirs, même s'il y a une réflexion vraiment très poussée sur la mise en œuvre concrète de l'Assemblée qui a été faite, ça reste une proposition. L'Assemblée décide elle-même de ses propres règles. Donc on voit ici que l'Assemblée citoyenne de Commercy, c'est vraiment à la fois un lieu de rencontre, de débat et de décision au niveau local. Alors il y a aussi une dimension confédérale. Donc l'Assemblée citoyenne a organisé les rencontres nationales des communes libres, la commune des communes mi-janvier 2020 à Commercy, qui rassemblait justement des listes participatives, des gilets jaunes plus communalistes et des mouvements communalistes hors élection. Donc c'était un dialogue qui s'est créé entre, on va dire, de nouveau c'est schématique, entre ces trois groupes. Alors maintenant, quel est le bilan des élections du 15 mars? Donc voilà, comme disait Guillaume aussi, est-ce qu'il y a vraiment eu élection ou pas vu le taux de participation? Voilà. En tout cas, ce qui s'est passé à Commercy, c'est qu'il y a eu 9,77% de voix pour la liste Vivons et Décidons ensemble. Il leur manquait 4 voix. Commercy est un village de 6 000, enfin une ville pardon, de 6 000 personnes. Donc il leur manquait 4 voix pour atteindre le seuil des 10% et passer au second tour. Alors pour eux, ça reste une victoire, même si, voilà, si le second tour, le premier tour n'est pas rejoué. C'est un peu une déception parce qu'ils auraient pu quand même permettre d'avoir des gens dans l'opposition, des élus dans l'opposition et de faire entendre la voix de l'Assemblée et de peser sur le conseil municipal comme force d'opposition. Ce qui s'est passé aussi au lendemain des élections du premier tour, du 15 mars, c'est qu'ils ont refusé les demandes de fusion pour le second tour. Donc, ils ont dit qu'ils voulaient respecter leur engagement envers les habitants de Commercy et de n'appartenir à aucun parti et de redonner totalement le pouvoir de décision aux habitants. Alors, quelle est la stratégie un peu de rebond? D'abord, il faut mentionner deux incertitudes. La première, est-ce que le premier tour sera joué? Voilà, ça vaut pour tout le monde. Mais la seconde aussi, c'est en fait, vu que c'est un projet politique qui se base sur le rassemblement public le plus large possible, comment faire pour faire ça au temps du Covid? Donc ça, c'est vraiment il y a un peu une opposition fondamentale matérielle à ce problème-là. Alors, en tout cas, dans leur motivation, on va dire, pour eux, l'Assemblée citoyenne continue d'exister pour faire entendre la voix des commerçants, pour permettre l'auto-organisation des habitants et pour développer des projets concrets pour les habitants et peser en contre-pouvoir par rapport au conseil municipal. Donc, pour le moment, ouais, je vais conclure. Je vais conclure en donnant quelques pistes de réflexion. Parfait. Désolée.